Les glaciers, un trait d'union entre les hommes. Une conférence de Julien Peloux à Saint-Gervais-Mont-Blanc, à la Maison Forte de Haute-Tour. Merci d'être venus si nombreux pour cette petite conférence. Alors, 2025, l'année des glaciers. Rima m'avait demandé de participer. Bien sûr, je ne suis pas glaciologue. Alors, aujourd'hui, je vais parler des glaciers, mais d'une certaine particularité du glacier. Justement, je voulais mettre en perspective en fait le glacier plutôt comme lien entre les hommes. On a beaucoup évoqué la naissance des glaciers avec la naissance de l'alpinisme, et donc fin du XVIIIe siècle. Et avant, le glacier était considéré, du moins on le considérait comme une zone de désert et qui n'était pas fréquentée par l'homme. J'ai justement envie de casser un petit peu ce cliché et de montrer que les glaciers ont été toujours des traits d'union, c'est peut-être un peu fort, mais du moins ont toujours été fréquentés par l'homme, et quelles que soient les périodes de l'histoire. Donc voilà, ce que je voulais évoquer, c'est justement ce côté du passage en fait pour les glaciers, le côté échange. Et puis, c'était une zone de contact entre les différentes communautés alpines. Donc, comment m'est venue l'idée de parler de ce sujet? C'est l'automne dernier. Donc, j'ai participé à une enquête archéologique sur le glacier du Mont Colomb. Alors, pas du tout en tant qu'archéologue, mais en tant que guide de haute montagne. Moi, j'assurais la sécurité. Et on devait récolter du matériel archéologique, donc des petits bouts de bois grands comme ça, sur le glacier, et essayer justement de permettre aux archéologues de travailler en toute sécurité sur cette idée de passage sur les glaciers. En l'occurrence, le col du Mont Colomb, il fait communiquer le Val d'Airain, en vallée suisse, et la Valpeline, donc côté vallée d'Aoste. Et ce jour-là, le hasard a fait que c'était le jour de la messe, donc c'était un dimanche, et donc les communautés du Val d'Airain et les communautés du Valpeline se retrouvent au niveau du col et font une messe sur le glacier. Et donc ça m'a rappelé certaines légendes que j'entendais à Miage, comme quoi les gens de Miage allaient à la messe à Courmayeur, et je me suis dit il faut creuser un petit peu cette idée. Le glacier n'a pas toujours été une zone de désert, le glacier a souvent été une zone fréquentée par l'homme. Alors, comment on le sait, c'est quand même assez récent, justement, cette découverte du glacier, cette découverte de l'archéologie glaciaire. Donc, malheureusement, elle est liée au réchauffement climatique de ces 30, ces 50 dernières années. C'est un petit peu un des points positifs du réchauffement climatique, c'est qu'à plus de 2500 mètres, à plus de 3000 mètres, on commence à retrouver des vestiges archéologiques qui étaient enfouis dans la glace, ou du moins qui commence à se révéler. L'archéologie glaciaire, donc, elle a pour but donc, de récolter, de préserver ces vestiges qui sont enfouis dans les glaciers. Généralement, quand vous trouvez quelque chose d'organique sur un glacier, c'est forcément lié à l'homme. C'est un bout de bois, il ne peut pas arriver tout seul là-haut, un bout de tissu aussi, donc la recherche est assez évidente. Et l'archéologie glaciaire, elle est connue notamment depuis les années 90 avec la découverte de Otzi, l'homme des glaces à l'époque, donc un homme du néolithique, si je me souviens bien, un chasseur qui a été retrouvé à la frontière italo-autrichienne. Mais on sait qu'il y a eu des recherches archéologiques, des découvertes archéologiques qui ont été faites au XIXe siècle, notamment sur le glacier du Théodule par l'alpinisme Whymper, qui, lors de ses pérégrinations de montagnards, avait découvert certaines pièces qui sont exposées notamment au musée de Zermatt. Donc je vais prendre beaucoup d'exemples en Suisse, parce que c'est là que vraiment se concentre l'archéologie glaciaire. Déjà parce que la Suisse, elle condense 45% des zones englacées des Alpes. Et puis, voilà, difficile d'être archéologue en Suisse sans aller en montagne. Donc, ils sont en avance par rapport aux autres pays européens d'un point de vue de l'archéologie glaciaire. Alors, pourquoi la montagne? Donc, on se rend compte que dès la préhistoire, les hommes sont intéressés par l'exploration alpine, par l'exploration de la montagne. Alors, bien sûr, pas d'un point de vue touristique, mais simplement pour essayer d'aller en tirer profit et trouver des ressources premières,
des matériaux. Et notamment, on a l'exemple en Suisse, à la frontière entre le canton de Uri et le canton des Grisons. Donc un site archéologique qui était enfoui à proximité d'un glacier, qui a révélé en fait une exploitation de cristal de roche qui était exploité par les chasseurs-cueilleurs du néolithique. Donc dès le néolithique, la montagne intéresse notamment pour l'exploitation des matières premières. Et on connaît aussi les rythmes saisonniers des chasseurs, des éleveurs. Donc la montagne intéresse notamment pour la chasse. Et, comme on l'atteste, souvent les hommes des glaces qu'on retrouve, ils ont vraiment des fourrures, des arcs, etc. Ils sont parés pour la chasse. Donc du coup, à l'époque préhistorique, les matières, les ressources, la chasse, et au fil du temps, donc le commerce et différents types d'échanges qui vont se cristalliser à l'époque antique, et puis aussi plus tard avec le Moyen-Âge et l'époque moderne. On se rend compte que dès la préhistoire, donc il y a des grandes migrations, et ces grandes migrations ne contournent pas les Alpes, mais les traversent, et notamment par les découvertes archéologiques assez récentes, qui montrent que les Alpes et les glaciers des Alpes sont des zones donc de passage et n'ont pas été exclus de l'anthropisation de l'Europe. On connaît tous Otzi, qui a été découvert en 1991 donc, sur un glacier entre l'Italie et l'Autriche. Donc c'était un homme de 45 ans qui est mort il y a plus de 6000 ans. Et son décès à 3000 mètres d'altitude donc, montre que les hommes n'hésitaient pas à traverser les glaciers à des périodes relativement reculées. Pour un exemple un peu plus local, dans le Val-Montjoie, sur le plateau du Truc, dans les années 90, un randonneur a trouvé donc, des pointes de silex qui ont été datées aussi du néolithique et donc, qui attestent le passage donc, dans la haute vallée de Montjoie, qui en partie à l'époque était englacée. Et les recherches les plus récentes montrent la découverte, notamment par ces objets. Donc c'est assez rocambolesque comme enquête. C'est l'homme des glaces baptisé Schneidi. C'est sur un glacier suisse. Il a été découvert donc, entre le canton de Berne et le canton du Valais. Lui aussi était probablement un chasseur du néolithique. Et il est découvert sur un glacier en Suisse, notamment grâce au réchauffement climatique. Donc les premières migrations humaines transitent aussi par les Alpes et franchissent aussi les glaciers. Donc l'homme n'a pas été effrayé dès ses premières heures d'existence par les glaciers à l'idée de traverser les hautes montagnes. Donc cette notion de passage, elle se poursuit notamment à l'âge du fer. C'était un peu la mission qu'on avait cet automne sur le col Colomb. On devait collecter des petits bâtons qui étaient de différentes tailles, qui avaient été taillés par l'homme. Beaucoup ont été datés de la période du Hallstatt, donc de la période de l'âge du fer, qu'on pourrait situer vulgairement au début de l'époque gauloise, et qui montre qu'à l'époque des Gaulois, donc les glaciers, les cols en général, et aussi les cols englacés peuvent être franchis par les populations. Donc pour diverses raisons, notamment pour le commerce. On sait que les Gaulois sont spécialisés dans les Alpes, notamment pour le commerce du plomb, du cuivre, de l'argent pour les métaux, et aussi diverses denrées comme le fromage et le sel. On a tous l'exemple en tête du Vatuzzi, qui était un fromage qui était produit, on ne sait pas exactement où, mais dans le pays du Mont Blanc, et qui va être exporté jusqu'à Rome. C'était un fromage fait par les Ceutrons. Pour ce qui est des Gaulois et des glaciers, le passage notamment du col Colomb entre Valpelline et Val d'Erens a révélé donc la découverte de cette statue qui est un artefact, on pense, qui est un artefact anthropomorphe et qui devait probablement être une divinité. Et on sait que les Gaulois déposaient des objets donc sur ces cols, sur ces glaciers, donc, pour attirer la faveur des dieux et les protéger lors de leur voyage. Donc cette petite statuette, elle a été découverte
par des randonneurs italiens donc sur le glacier du col Colomb, en vallée suisse. Et c'est une petite statuette en bois de mélèze. Et les voyageurs pensaient que ça n'avait pas vraiment de valeur archéologique. Pendant une dizaine d'années, elle a été exposée sur leur cheminée. Ils l'avaient même brossée, retraitée, etc. Et puis un jour, avec la mise en place du partenariat de recherche entre la vallée d'Aoste et le Valais suisse, les recherches au col Colomb ont repris. Et ils se sont dit, ah bah peut-être que ça ferait partie de toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites depuis. Et donc ils en ont fait don au service archéologique de Sion, en Valais. Le problème, c'est que le bois avait été retraité et la datation au carbone 14 a été difficile à faire. On estime que c'est un artefact qui date de la fin de l'âge du bronze. Comme très souvent, la République et l'Empire romain donc, vont reprendre un peu les passages qui avaient été défrichés par les Gaulois. C'est un petit peu l'exemple de la voie romaine, de ce qu'on appelle la voie romaine au Contamine-Montjoie, qui à l'origine était quand même une route de communication gauloise qui va être ensuite utilisée par les Romains. Alors le col du Bonhomme à l'époque n'est pas en glacé, mais les Romains vont dynamiser notamment le commerce dans les Alpes parce qu'ils ont besoin de faire transiter les produits venant de la Méditerranée en direction des nouvelles zones romanisées, qui est en Europe du Nord, notamment vers la Grande-Bretagne et ce qui correspondrait à l'Allemagne aujourd'hui. Et les Alpes sont un endroit très important. Et ils vont utiliser les principaux cols, notamment le Grand et le Petit Saint-Bernard, mais aussi des cols accessoires, des actus comme ils appellent ça, donc des voies secondaires. Et certaines voies secondaires peuvent passer par des glaciers. Et c'est l'exemple du col du Théodule, non loin du Cervin, au-dessus de Zermatt, qui est bordé par le glacier du même nom. Et donc sur ce glacier du Théodule, on a retrouvé diverses pièces et monnaies qui datent de l'époque romaine. Et donc on sait qu'il y avait un commerce déjà présent entre les différentes vallées, notamment par le glacier. Et on suppose aussi, avec quelques artefacts qui ont été retrouvés, qu'il y avait un passage pour l'armée qui pouvait se faire par le col du Théodule. Donc il y a beaucoup, ce col de Théodule, notamment glacier, a fondu. On retrouve beaucoup de témoignages archéologiques de différentes époques, et notamment ces pièces de monnaie de l'époque romaine. Après, dans les sources, on sait que l'historien romain Ammien Marcellin, il mentionne à la fin du IVe siècle certains itinéraires qui étaient balisés avec des perches pour pouvoir être utilisés par mauvais temps pendant les périodes d'hiver, et notamment pour ne pas tomber dans les crevasses. Donc il évoque certains cols, mais il présente la pratique de manière générale. Donc on ne sait pas s'il parle d'itinéraire enneigé ou de glacier, mais ça nous interroge donc justement sur les voies de communication romaines qui parfois pouvaient transiter par les glaciers. Et donc ces perches balisées, c'est toujours un sujet de débat pour les archéologues. Comme je vous ai dit, l'automne dernier, on avait retrouvé ces petits bouts de bois. On pense que ça peut être des restes de perches qui balisaient des itinéraires glaciaires ou, à minima, des itinéraires enneigés pour permettre les communications par tout temps et sur des terrains difficiles de l'époque gauloise jusqu'à l'Empire romain. Donc voilà, j'avance de manière un petit peu chronologique et puis à chaque période, j'essaye de trouver un petit exemple un peu parlant sur les liens entre les hommes sur les glaciers. Pour l'époque médiévale, je vais vous remettre ça comme il faut. Pour l'époque médiévale, je voulais parler justement des transhumances qui se faisaient via les glaciers. On a toujours en tête un petit peu ces vieilles photos en noir et blanc de la mer de glace avec les vaches, à qui on mettait des chaussettes qui doivent dater du 19e siècle. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas mis des illustrations de l'époque médiévale, parce que je trouvais que ça traduisait bien cette idée. Donc les passages de haute montagne, c'est vraiment dès le Moyen-Âge où les Alpes vont se développer d'un point de vue pour le commerce, vraiment de manière régulière. Et donc aussi pour le déplacement des troupeaux. Donc on a des transhumances
qui sont parfois de grandes transhumances, notamment entre le nord de l'Italie et le sud de l'Autriche. Et on a l'exemple d'une des plus vieilles transhumances alpines, celle de la vallée de Sonal en Italie, où, alors c'est l'Italie du Nord, hein, c'est le Tyrol, donc c'est des régions qui sont germanophones, mais qui font maintenant partie de la République italienne. Et chaque été, donc, les alpagistes emmènent les moutons dans l'Ötztal, une autre vallée qui est assez éloignée. Et donc, ils traversent les frontières, et notamment, ils ont des passages sur les glaciers. Et donc, c'est une transhumance qui, selon les dires des locaux, aurait plus de 6000 ans, mais en tout cas, on ne peut pas vraiment l'attester, mais elle est attestée au Moyen-Âge, et donc c'est des grandes distances, des grands troupeaux, et on peut passer donc sur les glaciers. Donc, à l'époque médiévale, pour justement développer l'agropastoralisme, on a donc des mouvements de troupeaux qui sont quand même très grands, qui vont très loin, et dans les régions alpines un peu accidentées, on n'hésite pas à traverser les glaciers. Un autre exemple, toujours l'exemple du col Colomb. Le col Colomb, donc on a des listes dès l'époque médiévale où il y a un échange avec la ville, avec le village de Biona qui est le côté italien et Volène côté suisse. Donc il y a des échanges de troupeaux et notamment des vaches. Les plus vieilles mentions datent du XIIIe siècle. Et c'est un échange ce sont des transhumances qui vont durer pendant la période médiévale, moderne et contemporaine, jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec le ralentissement de l'agriculture. Aussi, c'est lié à une tempête. 60 vaches ont disparu sur le glacier lors d'un événement météorologique difficile. Et donc, les différents alpagistes vont arrêter de faire ce type de transhumance. Pour des exemples un peu plus récents, même dans les Alpes françaises, les glaciers n'effraient pas les vaches et les moutons. Donc, je vous ai parlé de cette traversée de la mer de glace du Montanvert, et on allait chercher donc les alpages sous la pointe de Bayer, et notamment les lieux-dits où aujourd'hui on pratique l'alpinisme sont parlants. Le Pas de Chèvre, par exemple, tous ces lieux-dits correspondent vraiment à une tradition d'agropastoralisme qui bordait la mer de glace. Un autre exemple dans le Val-Montjoie, alors ça c'est lié sur l'oralité, les troupeaux traversaient du refuge actuel de Trait-la-Tête et allaient en face à ce qu'on appelle Tête à l'Aigle, donc en haut de Combe Blanche, Combe Noire, via le glacier, donc de la même manière que sur la mer de glace. C'est assez surprenant aujourd'hui quand on se rend compte que même nous, on n'arrive pas vraiment à traverser la mer de glace parce qu'elle n'existe presque plus. Alors pour l'époque moderne, donc pour 16e, 17e, 18e siècle, je voulais parler des échanges et du commerce. Les Alpes, on ouvre le Saint-Gothard, on ouvre de nombreux cols. Les Alpes deviennent vraiment un lieu où on échange. Et on échange donc des denrées, mais aussi on rentre donc dans une phase très européenne de l'histoire, avec des mouvements de population, transit des armées, des migrants et aussi des maladies. Donc le lien via le glacier, il est lié à l'homme, mais aussi à tout ce qui entoure l'homme. Et c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple en 1564. La vallée d'Aoste exige la fermeture du col du Théodule, donc cette transition entre Zermatt et la vallée d'Aoste, parce qu'il y a un danger de peste en vallée. Donc même ces zones d'altitude, elles sont contrôlées. Elles sont contrôlées parce que les échanges commerciaux ils sont importants. Et notamment pour cet exemple du Théodule, on sait qu'au XVIe siècle, il y a un grand commerce de vin entre la vallée d'Aoste et le vin qui vient de Litanie du Nord pour approvisionner le Valais. Et dans les sources du XVIIIe siècle, on peut lire que le passage il est praticable toute l'année et il donne même, on marche 4 heures continuellement sur le glacier. Et la couronne de Savoie, qui à l'époque a la possession du duché d'Aoste et a eu aussi des vues sur le Valais, va construire une forteresse, la redoute de Saint-Théodule, dont les ruines sont encore toujours présentes à proximité du col. Donc vraiment dans une zone de haute altitude.
l'archéologie glaciaire confirme en fait tous ces textes historiques, parce qu'en 84, les archéologues suisses découvrent dans une des crevasses du col du Théodule ce qu'ils vont appeler le mercenaire du col du Théodule, donc un personnage en partie momifié qui va être retrouvé avec un armement conséquent, des pistolets à rouet, avec une bourse, avec 68 pièces de monnaie, si je me souviens bien. Et très vite, il va être identifié donc, comme un mercenaire revenant de guerre en Italie, en Suisse. On connaît la tradition du mercenariat en Suisse. Et en fait, au fil des années, il va y avoir de nouvelles recherches et on se rend compte qu'il s'agirait plutôt d'un marchand qui est tombé dans une crevasse, un marchand qui avait des armes pour se protéger, qui avait une bourse parce qu'il avait sûrement dû faire de bonnes recettes. Et donc, on va redécouvrir petit à petit ses bagages. Et puis, on va mettre en parallèle avec une autre découverte archéologique quelques mètres plus bas, qui sont des restes de mules et de mulets, des squelettes. Et donc, aujourd'hui, on est presque sûr que ce mercenaire du col du Théodule n'est pas un soldat, mais est bien un marchand qui devait rentrer d'une foire. Donc, c'est 184 pièces de monnaie, pardon, c'est pas une soixantaine. Après, j'ai voulu centrer un petit peu plus sur notre région. Et donc, je voulais vous présenter deux exemples un peu locaux. On va parler un peu de Chamonix à Saint-Gervais. C'est sympa aussi. Donc, je voulais montrer comment la vallée de Chamonix était déjà connectée avec Courmayeur. On sait qu'aujourd'hui, les liens entre les guides de Chamonix et les guides de Courmayeur sont très bons. Mais ces liens viennent en plus du côté guide, sportif, ascensionnel. Il y a une tradition aussi qui est peut-être même plus vieille qu'on ne le pense et qui vient des échanges entre les populations. Alors, dans les sources, les chercheurs parlent beaucoup de tradition. On dit à la tradition dit, ou la légende dit qu'il y avait un ancien passage au col Major. Je pense plutôt que c'est de l'oralité. Alors, on n'a pas de preuve écrite, donc il est difficile de vraiment l'attester. Mais en tout cas, l'oralité qui plus tard a été consignée par des textes montre qu'il y a de grands échanges via le col du Géant entre les communautés de Chamonix et les communautés de Courmayeur. Donc, dès 1689, on montre que déjà, on connaît l'endroit et que la tradition raconte qu'il y a des passages par le col vers Entrèves et sur le glacier du Mont Fréty. Au XVIIIe siècle, les premiers alpinistes, Windham et Pocock, racontent que leurs guides et les pères de leurs guides connaissent des passages qui permettent d'aller en 6 heures dans la vallée d'Aoste en passant par la mer de glace. Et jusqu'à des périodes un peu plus récentes, on a ces traditions d'oralité qui nous parlent donc de ce passage via le col du Géant qui aurait été appelé col Major et qui ne correspond pas au col Major qu'on connaît aujourd'hui, qui se situe à proximité du Mont Blanc de Courmayeur et du Mont Blanc. Donc c'est dire, je suis persuadé qu'ils sont basés donc sur vraiment des choses qui ont existé et que on peut estimer que dès la fin du Moyen-Âge, les communautés de Chamonix et de Courmayeur sont liées via les glaciers. Alors quant au récit de 4 à 6 heures, ça nous paraît un peu exagéré, mais en fonction des conditions du moment, il était possible de faire le chemin sans avoir du matériel et de pouvoir commercer avec les voisins. Il faut mettre en perspective aussi avec la géographie de l'époque. Il n'y a pas le viaduc des Aigras. Et pour les Chamoniards, il est peut-être plus facile d'aller commercer avec Courmayeur via les glaciers, en plus des endroits qu'ils maîtrisent, les chasseurs de chamois, les cristaux, plutôt que de descendre au marché à Cluse. Chose qui s'inverse avec le temps. Bien sûr, ces échanges entre les deux vallées, elles fluctuent en fonction des conditions climatiques. Et on sait qu'à certaines périodes, c'est plus possible. C'est ce que Bourry rappelle en 1773. À cause donc d'une montée des glaces, on ne peut plus passer le col. Alors c'est la même chose pour le Val Montjoie. Je voulais aussi le prendre en exemple.
Vous avez vu, j'ai choisi une belle photo du Val-Montjoie. Enfin, c'est là, hein, quand même. Hein. Et donc, voilà, les légendes de l'oralité racontent que dans la vallée de Montjoie, il y a aussi des cols et des glaciers qui sont des voies de communication avec la vallée d'Aoste. J'en ai identifié deux, principalement donc, le col de Miage, où le refuge de Durier se trouve actuellement, et le col des Glaciers, en face du refuge des Conscrits, dans le vallon de Tré-la-Tête, qui seraient les deux points de pénétration sur glacier de haute montagne entre le Val-Montjoie et la vallée d'Aoste. Donc la tradition, comme j'expliquais tout à l'heure, raconte que les bergers de Miage allaient à la messe le dimanche à Courmayeur via le col de Durier. Alors on a eu du mal à le croire pendant longtemps, mais si on replace ça dans un contexte un peu plus long, avec les premières photos, on se rend compte qu'une fois que le col est enneigé, c'est pas si difficile. Même chose, l'oralité raconte qu'en 1792, les royalistes immigrés, les curés qui fuient la Révolution, seraient passés avec leurs biens et un petit coffre-fort chargé de piécettes par le col de Durier pour aller se cacher dans la vallée d'Aoste, qui n'était pas encore envahie par les troupes de la Révolution française. Moi, les premières mentions de passage par cet endroit, je les ai trouvées aux archives de Saint-Gervais au début du 19e siècle, donc pendant la période napoléonienne, où une caravane qui est composée d'habitants de Courmayeur, ils sont de mémoire, ils doivent être 4 ou 5, et un des membres, Jean Croux, il va tomber dans une crevasse sur le glacier de Miage, mais versant Saint-Gervais. Et donc, ses amis qui ne sont pas tombés dans la crevasse vont prévenir les villageois en bas, et c'est des guides, alors des futurs guides, hein, parce que le titre est encore honorifique à l'époque, il n'y a pas de diplôme codifié. Donc ce seront des guides de Saint-Gervais, notamment de la Gruve, qui vont venir pour les sortir. Et en contrepartie, ils demandent une rémunération. Et donc c'est comme ça que ce procès, entre guillemets, il se trouve aux archives de Saint-Gervais. Donc c'est une des plus vieilles mentions que j'ai trouvées sur le col de Durier. Ensuite, on passe très vite à l'histoire de l'alpinisme avec 1849, le guide Mollard qui va faire la première ascension et le premier passage du col. Mais apparemment, donc, il y a des échanges avant la naissance de l'alpinisme et avant le développement du tourisme. Et pour la vallée pour le haut Val-Montjoie, donc pour les Contamines, la tradition relate l'importance des échanges via le col des Glaciers, qui est nommé col de l'Allée Blanche, de la Lex Blanche, selon les écrits et les époques. Et donc on a des récits où pendant les périodes de disette, les contaminards vont chercher du riz qui vient de la plaine du Pô, qu'ils achètent en vallée d'Aoste pour pouvoir faire la soudure, donc voilà, essayer de ne pas mourir de faim et pouvoir continuer à vivre malgré les mauvaises récoltes. Et on a aussi des témoignages d'échanges de vin, comme pour le col du Théodule, via donc le col des Glaciers, avec du vin qui viendrait de l'Italie du Nord, pour pouvoir alimenter le tout petit marché du Val-Montjoie. Alors on sait que pour le principal axe de communication pour le Val-Montjoie, c'est le col du Bonhomme, mais apparemment, il y aurait eu quelques axes annexes via les glaciers. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se rendre compte que ceci était possible, c'est difficile. Il faut vraiment le replacer dans le climat de l'époque, le climat géomorphologique, je dirais, donc vraiment des étendues de glace beaucoup moins raides qu'aujourd'hui, et aussi le climat géographique et sociologique où les gens n'hésitaient pas à traverser des glaciers pour aller chercher du grain, et aussi étaient beaucoup plus tournés vers les montagnes que vers les plaines. Juste pour mémoire, les deux villages les plus peuplés du Val-Montjoie au XVIIIe siècle, c'est le village du Battu et le village de Bionnassay. Donc vraiment, les gens sont tournés vers les montagnes. Donc on imagine que pour eux, il était peut-être plus évident de traverser un glacier sur quelques kilomètres plutôt que de descendre en plaine. Donc les contes, voilà, je voulais parler aussi des contes et des légendes qui évoquent quand même le lien avec les hommes. Donc s'il y a des contes
et des légendes positives ou négatives sur les glaciers, c'est qu'il y a un contact avec l'humain. Donc c'est que les gens ils font partie de l'imaginaire des populations de montagne et les gens ont un contact. Donc dès la fin du Moyen-Âge, il y a beaucoup de légendes, et notamment les légendes, elles sont liées à l'agropastoralisme, elles sont beaucoup liées au fait que les glaciers auraient remplacé d'anciens pâturages verdoyants. Donc il y a peut-être une base de vrai là-dedans, où d'anciens pâturages ont été recouverts par les glaciers pendant les périodes de froid. Et notamment, on peut prendre dans la toponymie le nom de Sansfleuron. Alors Hubert Besserat serait bien meilleur que moi là-dessus, mais qui voulait signifier que c'était un champ riche et fleuri, donc le glacier des Diablerets. Et donc toutes ces légendes, elles parlent un peu de cet optimum climatique où les glaciers sont au plus bas. Et pour des sociétés qui sont basées sur l'agropastoralisme, d'avoir des nouvelles terres à exploiter, ou du moins de ne pas avoir donc, cette peur d'être englacé, c'est quand même très important. La même chose pour la mer de glace. Hein. La légende raconte qu'autrefois la mer de glace était une vallée verdoyante et que les alpinistes de Chamonix n'auraient pas accueilli une pauvre mendiante, et que cette mendiante se serait révélée être une sorcière, et pour les punir, elle aurait englacé donc, la mer de glace. Et donc, adieu la vallée verdoyante. Donc, il y a vraiment un trait commun donc, de Suisse au pays de Savoie avec ces légendes. Ce serait bien qu'elle revienne d'ailleurs, cette sorcière, pour englacer la mer de glace. Même chose au Contamine, le glacier de Trélatête serait né d'une déception amoureuse d'un berger qui était amoureux du cœur de la montagne, du Mont Joli, et le Mont Joli aurait refusé ses avances, il serait parti se cacher au fond du glacier de Trélatête, et il aurait pleuré, et ses larmes auraient gelé, et ça aurait créé le glacier de Trélatête, et recouvert une ancienne vallée verdoyante, et ça aurait puni les contaminards. Donc ces contes sont quand même intéressants. Derrière, on peut replacer la sociologie de l'époque aussi, à nous font prendre conscience que les hommes sont étroitement liés au glacier. Et toujours les puissances maléfiques. Alors en dehors des superstitions, du glacier, des monstres qui se trouvaient sur le glacier, avec cette connotation religieuse, je voulais parler de certaines légendes comme le Rolibok du glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier des Alpes et le plus grand glacier de Suisse, qui est un bouc, qui a un monstre à la tête de bouc avec des poils faits de glace, et donc qui réduit en poussière les voyageurs qui traversent le glacier d'Aletsch et qui se moquent de lui. Donc cette légende met en perspective donc, le passage sur le glacier d'Aletsch. Elle doit dater donc d'une période assez ancienne, donc elle atteste quand même le lien entre l'homme et le glacier. Aujourd'hui, on a toujours des liens. C'est toujours des lieux de contact, de passage, hein, les glaciers. Alors il y a eu l'agropastoralisme a perduré en Suisse tardivement, et on a ce drame des années 40 où les époux du moulin de Savièse, donc au-dessus de Sion, ont disparu une nuit de tempête, et on les avait jamais retrouvés, et ils ont été retrouvés il n'y a pas très longtemps, justement à cause de la fonte des glaciers. Et en fait, ce sont des bergers qui se seraient perdus lors d'une tempête sur le glacier de Sansfleuron, et qui se seraient abrités dans une crevasse, et ils auraient été enfouis, et ils n'ont jamais été retrouvés à l'époque. Et le glacier disparaissant, on a retrouvé ces victimes aujourd'hui. Je crois que, de mémoire, il n'y avait plus qu'une petite fille qui était encore vivante de ce couple, et qui était déjà âgée de 60, qui était vraiment âgée, et qui se souvenait de l'affaire. Donc le lien des glaciers, en dehors de la pratique de l'alpinisme, elle se fait aussi pour des événements sportifs. On connaît tous la patrouille des glaciers. Donc la patrouille des glaciers, c'est une épreuve à la frontière entre... sur les frontières suisses, entre la Suisse et l'Italie notamment, qui avait été développée avant la Seconde Guerre mondiale pour protéger les frontières suisses, et qui va devenir un événement international, notamment entre les patrouilles françaises, italiennes et suisses qui vont entrer en compétition. Le trophée Mezzalama qui fait le lien, donc le massif du Mont Rose, entre la Suisse et l'Italie.
Je voulais évoquer aussi, justement, pour illustrer le lien sur les glaciers, cette formidable idée des guides de Chamonix de faire une énorme cordée qui partait de l'aiguille du Midi. Et les guides de Courmayeur partaient d'Elbronner et qui devaient se rejoindre sur le glacier du Géant. Donc, à l'occasion des 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix. Et l'illustration, voilà, de cette fameuse messe de l'automne dernier au col Colomb, entre le Val d'Airain, entre les communautés suisses d'Evolène et les communautés italiennes de Valpelline. Donc aujourd'hui encore, le glacier est un lieu de contact. Et malheureusement, les activités humaines et ces lieux de contact ont un petit peu leur côté noir. C'est notamment les glaciers sont victimes du tourisme de masse. Et donc, voilà, c'est pas le sujet de la présentation, mais je voulais quand même terminer sur une note un peu actuelle. Aujourd'hui, les glaciers sont menacés. Je pense que les différents intervenants en ont parlé. Et donc, le lien des hommes sur les glaciers, il peut aussi se faire d'une manière un peu plus négative. Voilà, les pelleteuses, les constructions de pistes sur les glaciers à Zermatt, à Pitztal, pour le tourisme de ski d'été, pour les Coupes du Monde de ski, a un grand impact aussi. Et le développement des constructions d'air remontées mécaniques, comme à Testa Grigia sur le Cervin, où la Compagnie du Mont Blanc a évoqué qu'elle allait exploiter jusqu'à la fin la mer de glace, et notamment avec la construction en 2025 du télécabine qui transporte les visiteurs pour aller visiter la grotte de glace, mais aussi nous, les guides, pour aller à la Vallée Blanche. Donc il y a des échanges sur les glaciers qui sont ancestraux et qui aujourd'hui peuvent prendre une tournure avec le surtourisme qui est néfaste et négatif pour les glaciers. Voilà, je vous remercie. Je vais vous laisser un peu de temps pour poser des questions. Donc, comme vous l'avez compris, ça me tenait à cœur de montrer que les glaciers n'étaient pas des zones désertiques comme souvent on l'a évoqué, et par la suite n'étaient pas que des zones réservées aux alpinistes, que nos ancêtres dans les différentes régions des Alpes ont vécu avec ces glaciers, et ces glaciers ne les ont pas empêchés de communiquer et d'échanger. Et l'objectif un petit peu de cette présentation, donc, c'était de vous montrer que le glacier, certains glaciers du moins, ont été des lieux de passage depuis les périodes les plus reculées. Et donc souvent on a tendance à oublier, et l'évolution climatique et l'évolution des sociétés nous font perdre cette culture, mais je trouvais qu'il était important de rappeler ces idées de passage, et surtout comment les communautés montagnardes ont été solidaires d'un versant ou d'un autre. Et aujourd'hui, on le retrouve avec les échanges des compagnies des guides ou avec les échanges des communautés, comme on a vu. Et je pense qu'il est important pour nous, avec ou sans glacier, de continuer à préserver ces entraides communautaires entre le Valais, les Pays de Savoie, le Dauphiné, la vallée d'Aoste. Je vous remercie. Est-ce que la fluctuation du volume des glaciers a modifié l'intensité des échanges humains à certaines époques ? Alors c'est difficile à dire parce que les premières parties des études sont basées sur l'archéologie. Et donc l'archéologie sur les glaciers, elle est très tourmentée. Donc oui, on pense qu'il y a des périodes où les échanges ont pu être favorisés par le recul des glaciers. On sait qu'à certaines périodes, les glaciers n'étaient pas plus étendus qu'aujourd'hui. Et donc peut-être ces périodes étaient plus favorables, le climat était plus favorable. Et il y a eu d'autres périodes avec certaines avancées glaciaires qui ont sûrement empêché un peu les transits. Et ça, on le voit, comme je citais Bourrit, l'alpiniste genevois, qui dit que les Chamonniards n'allaient plus à Courmayeur via la mer de glace et le col du Géant à cause de l'avancée des glaces et que ça venait difficile. Et donc, comme dans les vallées, on a tous en tête le glacier des Bossons qui est à 2 doigts de traverser la vallée de Chamonix et qui l'a même fait à certaines périodes et qui donc limitait l'exploitation agricole, le commerce, les échanges.
et qui terrorisait aussi les populations, parce qu'on a fait venir des prêtres de la Visitation d'Annecy pour faire reculer les glaciers. Et donc il en est de... La chose est équivalente, je pense, pour les glaciers de haute altitude qui permettaient le passage, voire peut-être même plus importante, parce qu'à l'époque, les glaces pouvaient être beaucoup plus grandes que dans les basses vallées. C'est un peu ce que je me suis posé, c'est un peu les réflexions que je me suis fait, c'est que je pense qu'il doit y avoir un juste milieu aussi, parce que des glaciers trop secs, les moraines sont trop grandes et c'est très difficile de passer. Aujourd'hui, si on devait faire le chemin, partir de Chamonix, monter au Montanvert, faire le virage en dessous du refuge du Requin, rejoindre le col du Géant, ce serait très difficile parce que les glaciers ont fondu. Et il faudrait que le niveau des glaciers soit un petit peu plus haut. Et on le voit bien pour l'alpinisme. Jean-Philippe, tu disais que la façon la plus classique d'aller au refuge du Couvercle il y a une centaine d'années, c'était de partir de la cabane du Chapeau et de monter rive droite de la mer de glace. Chose qui serait impossible aujourd'hui. Ouais. Donc je ne suis pas un spécialiste des fluctuations glaciaires, je ne suis pas archéologue. Je pense qu'il y a certaines périodes qui ont favorisé les glaciers et qui ont favorisé les échanges, d'autres non. Et comme les cycles glaciaires ont changé, et ben les échanges ont dû s'adapter. Il y a la même chose sur le col du Théodule en Suisse, où ils ont retrouvé des habitats qui avaient été pris par les glaces et qui ont été abandonnés et qui ensuite, aujourd'hui, sont redécouverts avec la fonte des glaciers. Et c'est la même chose au niveau du hameau des Bois à Chamonix. Il y avait un lieu d'habitation qui s'appelait la Rosière, qui avait été abandonné pendant les périodes glaciaires où les glaciers avançaient et qui aujourd'hui sont de nouveau découverts. Est-ce que le col du Géant se traverse toujours en alpinisme ? C'est quelque chose de possible à faire, mais c'est plus une classique comme ça a pu l'être à une certaine époque. Avant, c'était une course. D'ailleurs, Bourrit, il a fait plusieurs tentatives pour aller au col du Géant. Il y a eu des bivouacs qui ont été faits. C'était une classique. Il y a une course de ski de randonnée qui a existé dans les années 90. Je me souviens plus du nom, peut-être tu pourras m'aider, qui faisait Église de Courmayeur, donc montée au col du Géant, et puis descente et arrivée à l'église de Chamonix. Donc jusqu'à, je dirais, il y a une trentaine d'années, c'est quelque chose qui devait se faire plutôt bien. Maintenant, c'est lié les glaciers disparaissent, les pentes se raidissent, beaucoup de crevasses, beaucoup de chutes de pierres, beaucoup de chutes de sérac. Voilà, c'est difficile, mais l'hiver, ça peut se faire à skier. Est-ce qu'il est vrai que des troupeaux traversaient le col du Géant ? C'est un peu la question que je me suis posée. Je vais vous montrer la photo. La photo, si vous regardez la photo, 70 toujours, et en bas, voilà, vous ne voyez pas, c'est marqué troupeau de moutons traversant le col du Géant. Oui. Là, l'illustration, elle ne traduit pas vraiment le col du Géant comme on le voit, nous, depuis le côté français, depuis le côté chamonixien. Et alors on s'est posé la question, est-ce que ça peut être le côté italien ? Voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas le premier à en parler. Et la carte postale qui doit dater début 20e, elle en atteste. Ouais. Alors, c'est peut-être possible, je ne sais pas. Après, ce qui est difficile, Hubert Bessa, qui avait travaillé un petit peu sur toute cette oralité, cette légende, il y a des choses qu'on considère comme des légendes qui étaient vraies, et puis il y a des légendes qui restent des légendes. Donc un tel a traversé, oui forcément la pierre qui est posée au-dessus du refuge de la Banne, la légende qui dit que c'est un caillou qui était dans la botte de Gargantua, oui c'est une légende, mais par contre peut-être que l'oralité un peu déformée de ces troupeaux via le col du Géant n'est peut-être pas une légende. Ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, vu que si on n'a pas de source archéologique ou de source historique, de démêler ce qui est du mythe ou de la réalité. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à votre question, c'est la seule chose où nous, on a estimé que c'était peut-être une erreur aussi du vendeur de cartes postales, mais en tout cas, ouais, c'est marqué troupeau de moutons via le col du Géant. Ouais. Les Italiens ont-ils plus d'archives sur ces transhumances ?
La pratique, côté italien, ils ont beaucoup plus de témoignages sur l'oralité, parce qu'ils avaient le bureau de recherche et d'études linguistiques qui s'attelait donc à ancrer leur patois, à étudier leur patois, et notamment par rapport au nom de lieu. Donc il y a eu beaucoup d'interviews, de témoignages, mais en termes d'archives écrites, il y a des choses, mais pas plus qu'à Chamonix, par exemple. Ah bah. Bon, après, voilà, moi, l'idée, c'était de présenter une vision globale du passage en haute montagne. Je n'ai pas creusé l'idée du col du géant. Peut-être je le ferai à l'avenir, mais voilà, je ne suis pas le spécialiste non plus. En fait, il y avait plus de liens avec Courmayeur qu'avec Bonneville. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, c'est vrai que la langue aussi, les correspondances de patois est vraiment important. Même les noms de famille. Il y a des familles, il y a les mêmes noms de famille de chaque côté de certaines vallées parfois. Voilà, il y a des domaines aussi, je ne pouvais pas évoquer tout, on n'a pas parlé de la contrebande. La contrebande, Jean-Philippe expliquait qu'il y avait parfois, via ce col du Géant, de la contrebande entre la vallée de Chamonix et puis la vallée d'Aoste. Moi, j'ai essayé de creuser sur Léon Ourset via le Durier. Je n'ai pas trouvé, quand Léon Ourset parle de contrebande, il ne parle pas forcément qu'il passait par le col de Durier. Mais on sait, du col du Tricot jusqu'à Plan-Glacier, il y a un chemin un peu haut, une sente plutôt qui s'appelle la sente des contrebandiers. Donc forcément, il ne s'arrête pas, il va à Durier et il est censé passer en Italie. Donc il y a plein d'autres domaines qui peuvent aussi montrer l'importance du passage sur les glaciers que je n'ai pas développé. Mais en tout cas, il y a une réelle coexistence et cohabitation et il y a beaucoup d'échanges. Le passage par Durier est quand même un col relativement difficile. Oui, je sais bien, mais on s'est rendu compte une année, il y a le stage... il y a un stage du diplôme d'aspirant guide ou du diplôme de guide qui s'est passé dans ce secteur en fait. L'École nationale de ski et d'alpinisme avait réservé le refuge de Miage, avait décidé que cette semaine de ski de randonnée, elle se passerait donc dans le Val-Montjoie, dans ce secteur-là. Et c'était une période où il y avait eu beaucoup de neige. Et les cordées ont fait la transition France-Italie très facilement. Alors forcément, c'était des experts. Mais si on replace le col de Durier dans une année où il y a beaucoup de neige, c'est déjà relativement simple. Donc, replacer dans un contexte de glacier beaucoup plus fourni, beaucoup plus d'apport de glace, sans dire que c'est un itinéraire facile, c'est un itinéraire qui est possible. Oui, voilà, la difficulté n'est peut-être pas forcément la même pour quelqu'un qui est né en 1998 et quelqu'un qui est né en 1798. Il n'y a peut-être pas la même résistance physique, l'acceptation du risque. Est-ce que les colporteurs passaient aussi par ces cols d'altitude ? Alors on n'a pas de mention pour les colporteurs et on ne pense pas parce que les colporteurs répondent à des routes migratoires qui sont bien définies en fait. Donc il y a tout un lien communautaire qui permet de jalonner donc, les itinéraires des colporteurs. Et donc ils utilisent plutôt des cols de basse altitude, mais pas des zones glaciaires. Dans le film La Trace, les colporteurs passent bien sur un glacier. Alors là, peut-être en Haute-Savoie, mais en Haute-Savoie, nous, les gens de Saint-Nicolas des Contamines, c'est le col du Bonhomme. Ils n'ont pas d'intérêt d'aller à Durier ou d'aller dans la vallée des glaciers. Vraiment, l'échappatoire pour tout ce qui est agropastoralisme, commerce, colportage, même les armées, vers le haut, c'est le col du Bonhomme, et vers le bas, on débouche naturellement dans la vallée de l'Arve. Donc, l'axe pour les colporteurs, l'axe principal, c'est le col du Bonhomme. C'est le col du Bonhomme, et les colporteurs ont un chemin assez classique dans le Val-Montjoie. L'idée, c'est de rejoindre les régions, les États allemands catholiques, donc du sud, ce qui va devenir la Bavière, toutes ces régions, et en transitant par la Suisse alémanique, et notamment par l'abbaye d'Essendiel, dans le canton de Schwytz, où donc il y a un pèlerinage de Notre-Dame des Ermites. Donc il y a un lien religieux et culturel qui détermine le chemin des colporteurs. Mais en aucun cas par les Hautes-Vallées. On se rend bien compte que par les Hautes-Vallées,
c'est quand même des échanges qui sont pas les plus répandus. C'est là, parfois d'urgence. La fuite des émigrés en 1792, aller chercher pour cause de disette du riz. Et donc ça peut être... Mais dès que c'est un petit peu codifié, c'est quand même plutôt l'école classique. Là, ouais, c'est chaque année, les gens d'Evolène et les gens de Bionat, donc le Val d'Airain, la Valpeline, se retrouvent justement pour commémorer ces liens entre les vallées. Ils ont le même patois eux aussi d'ailleurs. Ils ne sont pas dans le même pays, mais ils ont le même patois. Et donc ils font une messe. Là, pour le coup, le col Colomb est plus accessible. Le col Colomb est un petit peu plus accessible parce que le glacier a fondu, mais même un peu plus haut, c'est quand même des endroits qui se fréquentaient facilement, quoi. Oui, il y a toujours eu des liens religieux et culturels sur les montagnes. C'est la même chose pour le col du Grand et du Petit Saint-Bernard. À la messe de Pâques, ça se fait, elle se fait sur le glacier de la Linorne, par exemple. Bon, là, c'est plus lié à des traditions communautaires, mais qui peuvent avoir des liens avec les échanges. Les Italiens n'ont-ils pas essayé de passer par des cols pendant la Seconde Guerre mondiale? Et après, il y a le côté militaire, ouais, je n'ai pas développé, ouais, avec la bataille des Alpes. La bataille des Alpes, c'est la tentative d'invasion italienne. Donc Mussolini, une fois que la France est à genoux, décide de lui déclarer la guerre. Et donc du coup, ce front des Alpes qui s'étend de Menton jusqu'à la frontière suisse, il va avoir un épisode dans le Val-Montjoie où notamment les troupes italiennes, les alpiniers, les troupes de montagne vont essayer de passer le col de la Seigne pour pouvoir pénétrer en Beaufortain, en Tarentaise et dans le Val-Montjoie. Et donc il va y avoir des combats sur la crête qui borde les Contamines, et notamment au col d'Enclave et au col du Bonhomme. Et donc l'armée française, qui est un petit peu en sous-effectif, va se battre vaillamment et va repousser les Italiens. Ils ne sont pas passés. Les Italiens vont être repoussés à 90% sur toutes les Alpes. Et c'est pour ça, lors de l'armistice de 1940, Mussolini a demandé une zone d'occupation qui allait jusqu'au Rhône, la marine et l'aviation française. Et Hitler va lui dire non, vu qu'il n'a pas eu de victoire militaire sur le terrain. Il va occuper Menton, qui va italianiser de force, assez rapidement d'ailleurs. Et puis quelques vallées savoyardes. Alors je ne pourrais pas vous le citer, je pense le contrôle du Mont-Cenis, quelques vallées savoyardes. Et il va obtenir une zone démilitarisée de 5 km le long de la crête des Alpes. Donc c'est la victoire oubliée de 1940. Et les Contamines vont être sauvés notamment grâce aux artilleurs qui vont empêcher les Italiens de passer le col de la Seigne, et puis aux chasseurs alpins qui vont défendre le col d'Enclave. Il y a quand même eu des batailles sur la Vallée Blanche et le col du Géant. Oui, il y a eu des morts, ouais, c'est la deuxième bataille des Alpes, deuxième bataille des Alpes à partir de 1945. Donc, oui, il y a eu des gens les résistants ont été les groupes de résistants ont été transformés en bataillons de chasseurs alpins, et donc du coup ils se sont battus contre les Allemands qui occupaient l'Italie du Nord à l'époque et qui avaient besoin du contrôle des cols pour rapatrier les troupes qui étaient défaites à Monte Cassino et lors de l'invasion alliée de l'Italie. Et côté Val-Montjoie, il n'y a pas eu beaucoup de batailles, mais il y avait quand même des sentinelles en faction, des chasseurs alpins. Monsieur Gex, qui était avec nous en Couterre, a été caserné là-haut. Et dans les anciens bâtiments qui avaient servi aux constructions des barrages hydroélectriques et des tunnels hydroélectriques vers la Balme, le col du Bonhomme, tout ce secteur, les chasseurs alpins ont stationné justement en prévision d'une attaque allemande. Et là, vraiment, la bataille, où ton grand-père a combattu, s'est déroulée donc, sur le haut de la mer de glace, entre le col du Géant et le col du Midi. Et les Français avaient utilisé le Mont de Charge, qui était le premier télécabine de l'Aiguille du Midi, qui avait été construit dans les années 30. Ils avaient monté 2 canons, et il y a eu une vraie bataille là-haut, à plus de 3000 mètres, où il y a eu des morts entre les Français et les Allemands. Donc... Et notamment, il y a eu des gens connus qui se sont battus là-haut parce que les résistants de l'époque étaient issus de Jeunesse et Montagne.
Et ce sont tous des futurs grands skieurs au alpinisme. Jam Coutet, il y a eu Armand Charlet. Et puis du côté allemand, même chose. C'était des Autrichiens et des Allemands qui étaient issus des clubs alpins ou des compagnies de guides, donc, qui assuraient les combats en montagne. Et il va y avoir Eckmayer, le vainqueur de l'Eiger, qui va combattre aussi du côté de Heilbronner contre les Français.